Derrière l'un des films de fantasy les plus cultes des années 80 se cache une histoire de chaos, d'orgueil et d'accidents si improbables qu'ils ont failli faire disparaître l'œuvre avant même sa sortie. Highlander 1986. Des immortels, du métal hurlant, des éclairs réels et une production qui tenait debout par miracle. Numéro 1. Tout commence par un choix aussi audacieux qu'insensé. Russell Mulcahy était réalisateur de clips musicaux quand les producteurs lui ont confié les rênes du film. Son CV, des vidéos pour Duran Duran, Elton John et la bande à la radio. Jamais un long métrage, jamais une scène d'action. Le studio voulait du panache, pas de l'expérience. Mulcahy a débarqué sur le plateau avec une énergie débordante et aucune méthode établie. Il apprenait son métier en temps réel, en commettant des erreurs à chaque journée de tournage. Caméra à l'épaule, machines à fumer et éclairage improvisé. L'équipe appelait ça de la MTV avec des épées. Pas de storyboard, juste l'instinct. Le résultat était à nul autre pareil. Rapide, surréaliste et chargé d'une électricité typiquement 80s. Les critiques criaient à la confusion. Les fans criaient au génie. Mulcahy a lui-même confessé plus tard qu'il improvisait tout. Mais c'est précisément cette improvisation qui a forgé quelque chose d'unique, un film-fièvre visuel qui allait définir toute une décennie. Abonnez-vous et laissez un commentaire, ça nous aide vraiment. Numéro 2. La musique de Highlander telle qu'on la connaît n'aurait jamais dû exister. Queen avait été engagé pour écrire une seule chanson, mais après avoir visionné une première version du montage, Freddie Mercury a déclaré que ce n'était pas un film, que c'était un opéra. Le groupe a alors décidé de composer l'intégralité de la bande-son. Chaque membre a écrit pour un personnage précis. Les sessions d'enregistrement avaient eu lieu entre deux dates de tournée, souvent en pleine nuit. Mercury synchronisait ses lignes vocales au choc d'épées image par image. La puissance du résultat était telle que les producteurs ont jeté la bande originale commandée initialement. La musique de Queen est devenue le battement de cœur du film, grandiose, émotionnelle, intemporelle. Elle a transformé une œuvre de fantasy confidentielle en légende vivante. Sans Queen, Highlander aurait peut-être sombré dans l'oubli. À la place, il est devenu éternel. Numéro 3. Quand l'acteur français Christopher Lambert a décroché le rôle de Connor MacLeod, il ne parlait pratiquement pas anglais. Il apprenait ses répliques phonétiquement, mémorisant des sons sans en comprendre le sens. Sur le plateau, il ne saisissait souvent pas ce que lui disaient ses partenaires. Mulcahy recourait à des traducteurs pour le guider dans les scènes émotionnelles. Lambert expliquait lui-même qu'il n'avait pas joué, qu'il avait écouté la musique de la langue. Son accent a fini par devenir une caractéristique du personnage, ajoutant une dimension mystérieuse au guerrier immortel. Sa déconnexion naturelle lui conférait une étrangeté parfaite à l'écran. L'équipe le surnommait le Highlander perdu. Certaines de ses intonations n'avaient aucun sens logique, mais Mulcahy les adorait pour leur imprévisibilité. Son costard Clancy Brown affirmait qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais qu'il le ressentait. À mesure que le tournage avançait, Lambert a progressé en anglais et a appris à s'approprier l'étrangeté du film. Son parcours ressemblait à celui de son personnage, un étranger apprenant à survivre à travers les siècles. Numéro 4. Le Kurgan, incarné par Clancy Brown, est l'un des antagonistes les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, et cette terreur ne s'arrêtait pas devant la caméra. Lors d'une répétition de combat à l'épée, Brown a frôlé de trop près un cascadeur et a tranché un matelas de protection. Les producteurs ont paniqué et envisagé de le renvoyer, le jugeant trop dangereux. Brown a ri et répondu que dans ce cas, il n'aurait pas dû lui donner une épée. Son investissement dans le rôle était total. Entre les prises, il restait en personnage grondant et tournant comme un prédateur en cage. Lors d'une scène dans une église, il a léché la main d'un prêtre sans que cela soit prévu au script, provoquant un choc général, y compris chez Lambert. L'équipe le considérait comme le vrai immortal. Même des membres de Queen ont été troublés par sa rencontre avec lui, Brian May disant qu'il n'avait pas besoin de musique, qu'il était lui-même une bande-son. Brown a failli quitter le film après plusieurs plaintes de sécurité, mais Mulcahy a refusé de le lâcher, disant que le chaos était précisément ce dont le film avait besoin. Numéro 5. Oubliez les effets numériques. Chaque affrontement à l'épée dans Highlander impliquait du vrai métal contre du vrai métal.
Pour faire jaillir les étincelles, les équipes avaient dissimulé des batteries et de fins câbles dans les lames. Chaque impact produisait une véritable décharge électrique à l'écran. Le résultat était spectaculaire et spectaculairement dangereux. Les acteurs se brûlèrent les mains en plein combat. Clancy Brown a reçu un choc si violent qu'il a lâché son épée. L'épée de Christopher Lambert s'est brisée en deux pendant une répétition manquant de justesse son visage. La plupart du temps, il n'y avait pas de doublure. Mulcahy voulait que le public perçoive l'épuisement réel des acteurs. Les duels étaient chorégraphiés sur la musique, chaque combat conçu comme une danse mortelle. Le réalisme avait un coût. Bleu, brûlure, chaos permanent. L'équipe transportait des trousses de premiers secours comme des accessoires de tournage. Lambert résumait cela en disant que chaque cicatrice dans le film était vraie. Numéro 6. Quand les immortels s'affrontent et que les éclairs zèbrent l'écran, la plupart des spectateurs supposent qu'il s'agit d'effets spéciaux. C'est faux. L'équipe utilisait de vraies bobines Tesla haute tension pour générer de véritables arcs électriques. Des étincelles lacéraient de l'air et touchaient parfois des accessoires métalliques à proximité. Les acteurs ressentaient la chaleur à 3 mètres de distance. Mulcahy adorait ce danger. Si c'est faux, c'est inutile, répétait-il. Une bobine a dysfonctionné pendant une prise, projetant une décharge sur le trépied d'un caméraman et grillant l'objectif. L'odeur de métal brûlé envahissait les studios. Lambert plaisantait en disant que ça sentait vraiment l'immortalité. Les électriciens avertissaient en permanence que quelqu'un pouvait mourir si une charge se dispersait incorrectement. Mulcahy a refusé de basculer vers des effets optiques, convaincu que le chaos donnait aux scènes une pulsation vivante. Cette puissance brute est devenue l'identité visuelle du film. La foudre semblait vivante parce que techniquement, elle l'était. Numéro 7. La version originale d'Highlander dépassait 2 heures et demie. Les dirigeants du studio ont paniqué et exigé qu'elle soit ramenée sous les 2 heures. Des dizaines de scènes ont été supprimées, dont des flashbacks expliquant l'origine d'autres immortels. Mulcahy a qualifié ces coupes de massacre. Certaines séquences ont été si massivement charcutées que des arcs narratifs entiers ont disparu. Les premières projections test avaient révélé une version plus sombre et plus tragique qui n'existe plus. Les bobines disparues ont été entreposées dans un coffre à Londres, puis perdues lors d'une fusion entre studios. Des fans cherchent depuis des décennies ce qu'ils appellent la coupe immortelle. Des rumeurs évoquent des fragments survivants dans une copie étrangère. Mulcahy lui-même dit ne pas avoir revu la version complète depuis 1986. Il l'a décrit comme plus opératique, moins télévisuel. Chaque nouvelle génération de fans relance la campagne pour une restauration, mais personne ne sait par où commencer. Même le studio ne retrouve plus les négatifs originaux. Numéro 8. Avant de devenir une épopée fantastique, Highlander était une plongée dans la science-fiction la plus délirante. Des premières versions du scénario révélaient que les immortels étaient des extraterrestres exilés d'une planète lointaine nommée Zeist. L'idée venait de producteurs en quête d'une mythologie plus cosmique. Mulcahy détestait ce concept mais a été contraint de l'intégrer aux premières phases de développement. Quand les spectateurs des projections test ont ri à gorge déployée, l'origine extraterrestre a été abandonnée, du moins en apparence. Elle a resurgi des années plus tard dans Highlander 2, unanimement considérée comme l'une des pires suites jamais produites. Mulcahy était furieux et a quitté la salle 10 minutes après le début de l'avant-première. Les fans étaient tout aussi horrifiés. Cette backstory alien contredisait tout ce que le premier film avait construit. Lambert résumait cela en affirmant qu'ils n'étaient pas des extraterrestres, juste des maudits. Cette décision est devenue un cas d'école sur les ravages de l'ingérence des studios. Numéro 9. La majorité des scènes en extérieur d'Highlander a été tournée dans les Highlands écossaises. Magnifique sur le papier, cauchemardesque en réalité. La météo changeait toutes les 5 minutes. Le soleil cédait la place à la pluie. Le brouillard surgissait sans prévenir. Les températures tombaient en dessous de zéro. Mulcahy décrivait le tournage comme filmé à l'intérieur d'un mixeur. Les tentes de l'équipe s'effondraient sous les rafales. Les équipements gelaient la nuit. L'humidité constante grillait les caméras et court-circuitait les projecteurs. Les acteurs restaient des heures dans des costumes trempés, les dents claquant entre les prises.
Lambert a glissé sur des rochers se mouiller pendant un duel et s'est meurtri la colonne vertébrale. Les coordinateurs de cascade réorganisaient sans cesse les plannings. Pourtant, Mulcahy refusait de retourner quoi que ce soit en studio, convaincu que si l'équipe survivait aux Highlands, le public le ressentirait. L'épreuve a soudé le casting. Ils se surnommaient les survivants. Quand le tournage en extérieur s'est terminé, ils ont dit que cela ressemblait à une vraie sortie de guerre. Numéro 10. Quand Queen a livré sa bande-son, le studio a failli tout annuler. Les dirigeants réclamaient une partition orchestrale classique. Freddie Mercury a refusé de négocier. Il avait été engagé pour du drame, et du drame, il allait donner. Le groupe a exigé un contrôle créatif total sur l'utilisation de ses titres. Certains cadres ont menacé de rompre le contrat. Queen a menacé de retirer sa musique. Un accord a finalement été trouvé. Les chansons du groupe domineraient les moments émotionnels forts pendant que des pièces orchestrales combleraient les transitions. L'alliage était parfait. Brian May déclarait que leur musique avait enfin trouvé des épées. Le groupe était si fier du résultat qu'il a construit un album entier autour de cette expérience. Le studio n'avait pas réalisé qu'il venait de forger l'âme immortelle du film. L'énergie de Queen a transformé Highlander d'une curiosité de niche en mythe de la culture populaire. Numéro 11. Le duel dans le parking baigné de néon est l'un des affrontements les plus iconiques de l'histoire du cinéma d'action, et son tournage a été une catastrophe organisée. Le sol avait été inondé d'eau réelle pour créer des reflets, ce qui le rendait dangereusement glissant. Des batteries dissimulées dans les lames faisaient jaillir de vraies étincelles. Pendant une prise, Lambert a balancé son épée trop près et a tranché une partie du costume de Clancy Brown frôlant sa peau. Brown n'a pas scié. Il a souri et a continué à se battre. Mulcahy hurlait de ne pas s'arrêter, que c'était parfait. Les acteurs ont combattu pendant des heures sous une bruine glaciale pendant que les techniciens esquivaient des éclats de métal. Les voitures moi présentes dans la scène n'étaient pas des accessoires. C'étaient de vrais véhicules loués à des particuliers du quartier, certains accidentellement endommagés. Quand le coup fatal a été porté, les effets électriques ont failli court-circuiter tout le système sonore. L'équipe a baptisé cette journée la tempête électrique, numéro 12. Lors d'un duel, un éclat provenant d'une épée en accessoire brisé a frappé Lambert directement dans l'œil. Le tournage s'est immédiatement interrompu et il a été conduit d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont affirmé qu'il avait eu une chance inouïe. Le fragment avait manqué sa cornée de quelques millimètres. Pendant plusieurs jours, il a tourné avec un œil partiellement bandé. Malgré la douleur, il a refusé d'arrêter. Il plaisantait en disant qu'Highlander ne cligne pas des yeux. Ses problèmes de vision rendaient les scènes d'action encore plus périlleuses, mais Mulcahy admirait son endurance. Les membres de l'équipe le décrivaient comme saignant, meurtri et souriant. La blessure a insufflé à sa performance une intensité qu'aucun cours de théâtre n'aurait pu générer. Quand il brandit son épée en souffrance lors du combat final, cette souffrance était authentique. Lambert résumait les choses ainsi. Chaque entaille dans ce film l'avait entaillé en retour. Numéro 13. À sa sortie en 1986, Highlander a coulé. Les critiques ne savaient pas quoi en faire. Le public était indifférent. La campagne marketing était quasi inexistante. Le studio ne parvenait pas à vendre un film mêlant combattants immortels, rock and roll et voyage dans le temps. Les affiches étaient vagues, les bandes annonces bâclées, et les dates de sortie incohérentes. Aux États-Unis, le film a à peine récolté 6 millions de dollars. Un désastre total. Mulcahy pensait que sa carrière était terminée. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Le film a explosé en dehors des États-Unis. En Europe et au Japon, c'est devenu un phénomène. Le bouche à oreille a transformé une bombe commerciale en culte mondial. Les ventes de cassettes vidéo ont décollé. En moins de 2 ans, Highlander était reprogrammé en salle comme film culte. Les fans récitaient des répliques, achetaient des épées, passaient Queen en boucle. Ce que Hollywood avait rejeté, les fans l'ont immortalisé. Numéro 14. La plupart des gens retiennent Highlander pour ses épées et ses éclairs. Mais sous cette surface explosive se cachait une méditation sur la solitude et l'identité. L'immortalité de Connor MacLeod n'était pas présentée comme un don. C'était une malédiction. Il regardait mourir tous ceux qu'il aimait,
figé dans un corps que le temps ne consumait pas. Mulcahy lui-même décrivait le film comme une tragédie déguisée en clip vidéo. La foudre et le quickening n'étaient pas de simples effets visuels. Ils symbolisaient la renaissance, l'illumination et la douleur. Chaque duel était un rituel d'évolution. Le scénariste Gregory Wyden avait écrit le script comme devoir universitaire, inspiré par sa fascination pour la mort et l'éternité. Il voulait écrire sur des gens qui vivent pour toujours et le regrettent amèrement. Cette profondeur émotionnelle a touché des fans qui voyaient au-delà des feux d'artifice. Elle donnait au film une âme inattendue, dissimulée sous les paillettes des années 80. Numéro 15. Quand le tournage s'est achevé, le studio a confisqué le film à Russell Mulcahy. La narration non linéaire et le rythme clip ne leur plaisaient pas. Des minutes entières de la conclusion ont été supprimées. Les raccords musicaux ont été modifiés sans autorisation. Quand Mulcahy a découvert la version destinée aux salles, il a quitté La Première furieux. Il a déclaré que ce n'était plus son film. Ces coupes avaient vidé la scène du quickening final de son sens, la rendant arbitraire là où elle devait être spirituelle. Les fans ont immédiatement perçu les incohérences. Les versions internationales ont partiellement restauré certains plans, mais aucune copie n'était identique à une autre. Des années plus tard, Mulcahy a finalement pu réaliser son director's cut, reconstituant la version qu'il avait imaginée, brute, émotionnelle, opératique. Il a résumé l'expérience avec une formule digne du film lui-même. Il lui avait découpé la tête et il en avait fait pousser une autre. Numéro 16. Personne n'avait prévu qu'Highlander deviendrait légendaire, il s'est simplement refusé à mourir. Après l'échec en salles américaines, les cassettes VHS ont envahi les foyers européens comme une traînée de poudre. Des projections nocturnes dans des résidences universitaires sont devenues de véritables rituels. Au début des années 90, les répliques du film étaient récitées comme des prières. La formule « Il ne peut en rester qu'un » est devenue un slogan planétaire. Des fans organisaient des tournois de combat à l'épée dans des parkings. La bande-son de Queen retentissait dans chaque convention de fans. Le mélange unique de tragédie, de mythologie et de rock avait capturé quelque chose d'intemporel. Pas poli, puissant. Les aspérités le rendaient réel, vivant, presque dangereux. Mulcahy disait que c'était un film qui refusait de mourir. Avec le temps, il a inspiré des cinéastes du monde entier. Son influence a irrigué la culture populaire, les clips, l'animation japonaise. Son legs est partout, discret mais profond. Numéro 17. Quand la production de Highlander 2 a démarré, le studio tenait pour acquis que Queen reviendrait. Mais Freddie Mercury était décédé entre-temps et le groupe était en deuil. Sans lui, ils ont refusé d'enregistrer de nouveaux morceaux. Les producteurs ont supplié pour réutiliser des titres existants, mais les négociations de droits se sont transformées en cauchemars juridiques. La direction artistique de Queen estimait que la suite trahissait l'esprit de l'original. Mulcahy lui-même haïssait l'intrigue extraterrestre et a pris ses distances. La bande-son finale du film n'était qu'un patchwork de résidus musicaux et de synthétiseurs de remplacement. Les fans l'ont perçu immédiatement. L'âme avait disparu. Highlander 2 a été massacré par la critique et est entré dans les annales des pires suites de l'histoire du cinéma. L'échec n'a fait que renforcer l'amour des fans pour le premier film. L'absence de Queen avait démontré à quel point leur musique était constitutive de l'identité du film. Sans ce battement de cœur tonitruant, Highlander devenait mortel. Numéro 18. En 1992, la série télévisée Highlander a ressuscité le mythe. Adrian Paul incarnait Duncan MacLeod, un lointain cousin de Connor, et est immédiatement devenu un personnage chéri des fans. La série a duré 6 saisons et a développé une mythologie immortelle plus riche et plus nuancée. Mulcahy a réalisé plusieurs épisodes des premières saisons, retrouvant sa signature visuelle. Contrairement au film, la série s'attachait aux questions philosophiques. Que signifie vivre éternellement et observer l'humanité se transformer? Elle a également touché une nouvelle génération de spectateurs qui ont découvert la franchise via des rediffusions tardives. Les combats à l'épée étaient chorégraphiés comme des ballets, mariant beauté et brutalité. Le titre de Queen résonnait sur le générique d'ouverture, tissant un lien organique entre la série et l'esprit du film originel. Le succès de la série a relancé Highlander comme franchise à part entière. Numéro 19.
Entre les suites, les spin-offs et les téléfilms, la continuité d'Highlander est devenue un véritable paradoxe narratif. Des personnages mouraient, revenaient ou existaient dans des univers alternatifs. Un film effaçait l'autre. Une série ignorait les deux. Des fans ont tenté de cartographier l'ensemble et ont abandonné à mi-chemin. Même les créateurs admettaient avoir perdu le fil de qui avait tué qui. Lambert plaisantait en disant que même les immortels ne survivaient pas à ces scripts. La confusion a atteint son apogée avec Highlander, Endgame, qui tentait de fusionner les chronologies du cinéma et de la télévision. L'entreprise était spectaculairement ratée, mais le film a tout de même rapporté de l'argent. Les fans ont fini par embrasser ce chaos car la confusion faisait désormais partie du charme. La franchise ressemblait à ses héros. Elle ne pouvait pas mourir, peu importe combien de fois on lui tranchait la tête. Chaque génération la redécouvrait sous une forme différente. Numéro 20. Près de 40 ans plus tard, Highlander refuse obstinément de s'effacer. Il a inspiré des œuvres aussi diverses que Matrix ou John Wick, avec leurs duels mythiques et leurs codes d'honneur. Des réalisateurs du monde entier continuent d'étudier son alliage d'opéra rock et de tragédie. Ses imperfections sont devenues sa plus grande force. Même les projets de remake actuels, dont une adaptation en développement avec Henry Cavill, ne peuvent échapper à l'ombre de l'original. La musique de Queen continue de résonner à travers toute la culture populaire. Sa chanson phare résonne dans les mariages, les funérailles et les conventions de fans. La philosophie du film touche encore. L'éternité sans amour n'est que solitude. Mulcahy définit le film comme une œuvre sur la mort déguisée en immortalité. Ce qui avait commencé comme une production maudite est devenu une légende. Ses erreurs sont devenues des mythes, son chaos est devenu de l'art. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et dites-nous en commentaire quelle anecdote vous a le plus frappé. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires que personne d'autre ne raconte. Il ne peut en rester qu'un, et tant que ces mots seront prononcés, Highlander ne mourra jamais.